Cet épisode de l'analyse est un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'un enregistrement sur Perfect Blue et sur Satoshi Kon qui a muté vers un projet de rétrospective en 5 ou 6 épisodes avec l'invité du jour Eric. Donc c'est également un épisode qui a été fait sans Gillian. La partie 3 sera tout à fait normale dans le cadre de cette rétrospective. En attendant, je vous laisse sur l'épisode qui traite plus de Satoshi Kon et du documentaire de Pascal-Alexis Vincent, Satoshi Kon, l'illusionniste, et je vous souhaite une bonne écoute. Trouvez cela bien normal d'arriver à une heure pareille? Excusez-moi, vous êtes qui? Oh! On ne fait pas attendre! Ici, c'est la Légion étrangère, Gauthier. Pas le Club Med. Bonjour à tous, bienvenue dans l'analyse, et ce soir on vous parle de Satoshi Kon et plus particulièrement de Perfect Blue, le chef-d'œuvre d'un des maîtres du cinéma de l'animation japonaise. アニメーションの映画の幅を広げてくれたっていう非常に映画としてアニメーション映画を楽しむっていう風なものを非常に目指された人なんじゃないかという気がして監督のこと一言で言うと天才でも嫌なやつ。Ce soir, c'est une émission un petit peu spéciale parce que c'est la première fois déjà qu'on parle d'un film d'animation et a fortiori un réalisateur de cinéma d'animation japonais uniquement et mangaka également, mais également c'est la première émission qui se fera malheureusement sans Julien Nivelet, et ce soir je reçois non pas son remplaçant, non, mais son invité qui vient vous parler également de Satoshi Kon, et je pense même qu'il a plus d'expérience en la matière. Je te remercie Nathan, bonjour Nathan et bonjour à tous. C'est déjà beaucoup d'éloges pour moi. Je suis un fan de Satoshi Kon, mais de là à dire que je suis un expert, il y a une marge. Alors pour me présenter en quelques mots, moi je suis donc un professionnel de l'éducation à l'image et par ailleurs j'anime Dessiner Débat. Et je suis également chroniqueur de bande dessinée dans une émission sur la bande FM. D'accord, en radio, c'est ça? En radio, c'est ça. Et sur une vingtaine d'autres radios également sur le web. Et donc, il n'a pas souhaité dévoiler son identité, donc ce soir, nous l'appellerons Eric. C'est ça, monsieur Eric. C'est vrai, je suis très mystérieux. Comme l'univers de Satoshi Kon. Alors, c'est vrai qu'Eric t'a un petit peu influé sur l'existence de cet épisode, puisque tu m'as gracieusement prêté le DVD du documentaire qui est sorti il y a 3 ans, il me semble, donc Satoshi Kon, l'illusionniste. Donc ce soir, on va principalement parler de Perfect Blue, son premier film, mais on va aussi se servir rapidement de ce documentaire comme matrice, un petit peu, pour présenter l'essentiel assez rapidement de l'œuvre de Satoshi Kon, pour revenir un petit peu plus en détail, même beaucoup plus en détail si possible, sur Perfect Blue. Donc c'est un documentaire de Pascal-Alexis Vincent. Dans ce documentaire, le réalisateur reçoit pas mal d'invités qui ont influencé, qui ont permis aussi l'essor de la carrière de Satoshi Kon, mais aussi à l'opposé, des invités qui ont été influencés par Satoshi Kon et dont la vision du cinéma et de l'animation ont permis plus tard à ce que certains films sortent avec leur identité, on va dire. Bon, pour les citer, ce sera peut-être un petit peu plus simple. On a d'un côté Mamoru Oshii, Mamoru Hosoda, le fondateur de Madhouse. Là, j'ai plus le nom, mais je vais vous le retrouver. C'est Masao Maruyama. Également, voilà, beaucoup de ses collaborateurs, notamment en ce qui concerne l'animation, les seiyuu, donc c'est-à-dire le doublage. Enfin, on parle pas vraiment de doublage puisque c'est une version, c'est des voix originales, mais là n'est pas la question. Et on reçoit aussi des réalisateurs américains peut-être un petit peu plus familiers de tout le monde, comme Darren Aronofsky ou encore Marc Caro, avec qui il a failli... oui c'est ça, avec qui Satoshi Kon a failli rentrer en collaboration pour l'adaptation d'un de ses mangas, pour en faire un film, voilà, réalisé par Marc Caro, puisque à la base, Satoshi Kon, si je ne me trompe pas, était auteur de manga. D'ailleurs, j'ai remarqué que dans son CV, la première ligne qui apparaît, c'est un manga qui s'appelle Toriko. Voilà, je ne sais pas si ça te parle. Toriko, non, mais alors d'après le documentaire, ce qu'il a ressenti, d'après ce que dit Pascal-Alexis Vincent, c'est une période pour Satoshi Kon qui est assez frustrante parce que
il a voulu entrer directement dans l'animation. Et il est passé par le manga, et le manga, je crois que c'est pas ses meilleures années. Alors, je sais pas si ça découle pas de ses meilleures œuvres, je sais pas, je connais pas du tout le manga. Il y en a qui sont assez cultes, hein, justement. Le fameux manga dont Marc Caro que Marc Caro voulait adapter, donc qui s'appelle Kekizien. Apparemment, c'est quand même très culte au Japon, donc il y a eu quand même des œuvres qui sont ressorties. Et en fait, pourquoi je disais Toriko, c'est parce que c'est aussi un shonen, ça s'appelle comme ça, Toriko, qui parle d'un monde où tout est centré autour de la nourriture, et on découvre un monde féerique où tout ce qu'on connaît de la nature est remplacé par de la nourriture. Voilà. Et voilà, je trouvais ça assez drôle. Mais effectivement, il y a cette partie mangaka qui est rapidement énoncée, mais on a aussi évidemment une présentation de ces 5 œuvres majeures. Perfect Blue, dont on reviendra plus tard. Ensuite, on a Millennium Actress, qui est un film assez important quand même, qui fut un gros succès d'estime. D'ailleurs, comme Perfect Blue, qui sont pas des films qui ont très très bien fonctionné, ce qui a posé problème pour la suite de sa carrière. Mais Millennium Actress, c'est un film qui traite de l'histoire d'une ancienne gloire passée du cinéma, qui va se mettre à raconter sa vie de journaliste, mais sa vie qui est un peu romancée, et qui se mélange avec ses rôles de fiction. C'est au spectateur de s'en dépêtrer. Ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais je pense que c'est un film tout à fait intéressant, qui arrive très très bien à mêler en même temps la fascination qu'on peut avoir pour le cinéma et ses univers colorés, plutôt avec ses aventures, voilà, plutôt héroïques, mais en même temps qui traite d'une réalité, non seulement de la guerre, puisque le passé de Chihiko, lui, il est quand même assez trouble, puisqu'elle a servi d'actrice de propagande lors de la Seconde Guerre mondiale, et elle a aussi, voilà, vécu des jours compliqués en quête d'identité. C'est pas pour rien qu'elle se mélange avec son statut d'actrice. Effectivement, c'est probablement le film de Satoshi Kon le plus référencé, puisqu'elle est inspirée de Setsuko Hara, qui est une actrice extrêmement connue au Japon, un petit peu moins par chez nous, même si on la connaît principalement pour être la principale figure féminine dans les films de Yasuru Ozu. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et d'ailleurs, petite anecdote à noter, c'est que l'actrice était encore en vie au moment de la création du film, et elle avait à peu près le même âge que le personnage. Voilà. Et c'est aussi un film qui s'est inspiré de pas mal de grandes œuvres du cinéma japonais, comme Godzilla, les films de Ozu, ou des films internationaux comme Abattoir 5. Alors c'est vrai que c'est un film un peu moins connu aujourd'hui. Moi je l'ai découvert à la vision de ce documentaire, mais ça avait l'air de parler également de voyage dans le temps et d'un personnage qui peut changer de rôle et comment dire, voyager aussi à travers l'espace, tout en changeant complètement sa personnalité et son rôle dans la société. Ensuite, en 2004, sort Tokyo Godfather, qui a été inspiré beaucoup par un film de John Ford avec John Wayne, qui s'appelle The Three Godfathers, et Trois hommes et un couffin, aussi une inspiration plus franchouillarde. C'est vrai que je ne le savais pas, mais il y a beaucoup de gens qui le disent, notamment même parmi les intervenants du documentaire, comme quoi j'ai dit Three Godfathers. Non, Tokyo Godfathers, c'est vraiment le film qui est considéré comme la porte d'entrée la plus simple au cinéma de Satoshi Kon. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé beaucoup de ces thématiques, mais retenez simplement que Tokyo Godfather, effectivement, malgré le fait qu'il emprunte quand même plusieurs particularités de son auteur, ça peut être pris comme un film seul, plutôt un film qui allie en même temps drame et humour, parce que ça parle quand même d'un trio de SDF, les trois assez différents, puisqu'on retrouve une jeune fugueuse, un homme brisé par la vie d'une 50aine d'années, et en même temps un autre homme en quête d'identité, mais
qu'on peut plus vraiment considérer comme un homme, puisque il se considère comme une femme transgenre. En 2004, oui, c'était assez novateur. Mais ce qui est encore plus novateur, c'est de parler voilà, de leurs problématiques en tant que SDF et également leur passé qui va se reconstruire petit à petit durant le film, au cours d'une épopée pour retrouver la mère d'un bébé abandonné. Voilà. C'est une intrigue assez simple, mais qui permet de se reposer un peu plus sur des personnages et aussi du comique de situation. Beaucoup de comique de situation. On va avoir énormément de péripéties rocambolesques qui sortent de nulle part. Un petit peu, on va dire, un peu guidés par la causalité, on va dire, parce qu'ils doivent, voilà, ils sont investis d'une mission et ils doivent l'accomplir à tout prix. Et ça en fait un film excentrique et drôle, notamment dans son animation qui est, pour le coup, qui s'éloigne un petit peu du caractère réaliste de l'animation de ses premiers films. Je parle bien vraiment de l'animation, la façon dont se comportent les personnages pour aller vers quelque chose d'un peu plus cartoonesque. Et d'ailleurs, pour éviter d'y aller un petit peu trop loin, même lui, Satoshi Kon, a dû recadrer un petit peu ses animateurs pour éviter que ça parte un peu trop dans le n'importe quoi. Mais ça en donne quand même un de ses charmes, parce qu'il est absolument pas dénué d'autres charmes, ce Tokyo Godfather. Ensuite vient une idée de série, Paranoia Agent, en 13 épisodes, avec à chaque fois un nouveau point de vue, un nouvel auteur aussi, qui changera radicalement le point de vue de l'œuvre, et qui traite de l'idée de la paranoïa collective, comment on peut installer finalement une peur qui ronge tous les habitants d'une ville. C'est en 13 épisodes, c'est un format plutôt habituel en réalité d'épisodes en 20 minutes, et qui suit des personnages différents qui sont pris face à une panique d'un mystérieux collégien avec une batte de baseball qui s'amuse à tabasser les gens lorsque le soleil décline, niché sur des rollers dorés. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, puisque je ne l'ai pas vu entièrement. Sous les conseils d'Eric, j'ai pu quand même visionner le premier épisode pour me faire une idée. Parce que c'est vrai que on retrouve pas mal de motifs de Satoshi Kon dans la série, les motifs, on les retrouve en effet dans la série, mais on les retrouve également dans ses films, et ça, c'est toujours des renvois. Et comme tu as pu le constater, les personnages rappellent beaucoup les personnages qu'on peut retrouver, notamment dans Tokyo Godfather. Oui, dont certains, oui, il y a effectivement des caméos, il semblerait, de certains personnages entre les films. En ayant bouffé, entre guillemets, ces 3 derniers jours, je peux vous assurer qu'il y a des ponts. Et par exemple, dans le premier épisode, là c'est plus au niveau de la narration, mais on a un personnage de dessinatrice qui se fait agresser, qui vient de connaître la popularité et la gloire via la création de son personnage qui deviendra une peluche, et qui va se voir agresser. Donc la première victime, ça nous rappellera peut-être vaguement le personnage principal de Perfect Blue, puisque on l'accuse de s'être agressée elle-même, en fait. Et elle voit, comment dire, elle semble en proie à des hallucinations. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Ça sera un petit peu plus clair quand on évoquera plus directement Perfect Blue. Et d'ailleurs, dans le générique, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve aussi, là tu évoquais donc Perfect Blue, mais on retrouve aussi un petit peu des bribes de Paprika, dans le générique, où ils sont tous allongés en train de dormir, en fait, et qui renvoie justement entre le rêve et la réalité. Un des motifs de Satoshi Kon qu'on va développer. Sûrement le plus connu. Oui. Effectivement, on arrive à la fin de sa carrière avec probablement son film le plus connu, celui qui a le plus influencé. Alors je suis navré, je vais devoir citer la seule influence là qui me vient en tête, qui est celle d'Inception. Je pense que oui. Voilà, il me semble qu'il y en avait d'autres, mais à la limite on n'est pas vraiment là pour ça. Mais je pense qu'aujourd'hui Paprika est assez connu pour son concept, voilà, de dive into dream, je sais pas, je trouve ça stylé de dire ça comme ça, mais de plongeons en fait directement dans les rêves et a fortiori dans les cauchemars. Alors ça fonctionne pas tout à fait comme Inception,
mais le principe est le même, c'est-à-dire que bon, il y a un inventeur un petit peu génie qui invente un prototype de thérapie par le rêve qui permet à son sujet, à son utilisateur plutôt de se plonger dans le rêve et va suivre une mauvaise utilisation et un détournement voilà de ces machines qui vont demander à la police d'enquêter finalement dans les rêves, à la recherche également de Paprika, donc qui est l'alter ego d'une des chercheuses qui travaillait sur le projet. Film non plus que j'ai pas pu revoir, mais c'est vrai que juste revoir des extraits comme la scène de la parade, la scène des couloirs, la scène du vol, enfin tout ça, je pense que c'est un film que beaucoup connaissent sans avoir vu aujourd'hui. Et à ce sujet-là, hein, Christopher Nolan ne l'a pas encore avoué, s'être inspiré de Paprika. Peut-être pas. Non, mais je ne sais pas, il y a un monde où c'est peut-être pas impossible. Je sais pas, mais bon. C'est vrai que Darren Aronofsky est venu dans le documentaire avouer qu'il avait piqué un des... Enfin, non, il a pas piqué. Je crois qu'il a demandé. Il a payé même les droits pour pouvoir exploiter l'idée, il me semble, de Perfect Blue dans Requiem for a Dream. Dans Requiem for a Dream, effectivement. On pense qu'on veut de Darren Aronofsky, mais ce n'est pas un voleur, et en tout cas, il avait un profond respect pour Satoshi Kon. Et effectivement, Satoshi Kon, on l'a pas encore dit, mais s'il n'a réalisé que 4 films et dirigé une série animée, enfin un animé comme on dit aujourd'hui, hein, c'est parce qu'il est malheureusement décédé très jeune, à l'âge de 46 ans, en 2010, le 24 août précisément, en cours de production de son 5e film, qui serait appelé Dreaming Machine, qui parle d'un monde dévasté, où il ne resterait que quelques robots en quête d'un monde fantasmé ou non, qui pourrait exister, qui s'appellerait Electricity Land, je crois, puisque pour fonctionner, évidemment, ils doivent se recharger en énergie, en électricité, comme nous, on doit se recharger en calories. Et le film n'a pas vu le jour, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il était déjà en préparation depuis un moment, puisqu'on retrouve certains des designs des personnages principaux, notamment dans Paprika. Je vous mettrai sûrement un screen sur la version YouTube du podcast, parce que j'ai trouvé ça assez fascinant. Sachant qu'effectivement, si on suit un petit peu cette chronologie, il sortait à peu près une œuvre tous les 2 ans, hein. C'est-à-dire Perfect Blue en 97, bon, en fait, je viens juste de me contredire parce que Millennium Actress a mis un peu plus de temps à sortir en 2000-2001, mais faut dire que ça a été un petit peu compliqué financièrement. Je sais pas si tu veux en parler. Alors là, dans les détails, je pourrais pas non plus en dire plus, mais financièrement pour le titre, c'est j'ai oublié le titre, j'ai un petit trou, le titre non, le titre de la dernière Dreaming Machine. Non, de Dreaming Machine justement, qui a été un projet ambitieux et hélas n'a pas pu voir le jour, comme tu le disais, à la mort de Satoshi Kon, qui est ambitieux, mais ambitieux paradoxalement, puisque c'est vrai qu'on a tous envie de le voir, hein, tous fans de Satoshi Kon, et en même temps, le temps a passé, et aujourd'hui, si on le voit tel quel, ce serait peut-être pas à l'image de ce que Satoshi Kon voudrait, puisque techniquement, l'animation a fait un bond, hein, entre les premiers croquis, les premières élaborations qui ont été utilisés justement pour Paprika. Alors après, est-ce que ce serait si déceptif par rapport à ça? Moi, je suis pas sûr que le problème viendrait de l'animation datée, puisque finalement, de Perfect Blue à Paprika, même si on voit une petite évolution dans la qualité de l'animation. Moi, je suis pas pour le coup, je suis pas du tout un spécialiste. Je pourrais pas vous parler en détail de la façon dont c'est animé, mais mis à part effectivement aussi la résolution, peut-être que Paprika a été sorti en Blu-ray, qu'on a eu des meilleures copies. Je trouve pas que ça ait beaucoup changé parce que il a vraiment son propre style, malgré le fait que ce soit des équipes d'animateurs qui ne soient pas forcément toujours les mêmes, parce qu'on en voit justement dans le documentaire, j'en reviens un petit peu, des animateurs qui ont eu des soucis avec lui et donc du coup qui n'ont pas travaillé sur tous ces films.
et inversement d'autres animateurs qui ont travaillé juste ponctuellement et il n'y avait pas forcément d'échauffourée avec le réalisateur, mais ce qui est assez dingue, c'est qu'il arrive à imposer sa patte, et je pense que si le film était sorti, imaginons s'il était vraiment en cours de réalisation, en cours d'animation, et ce serait terminé, je pense que c'est vrai, l'animation qui aurait posé problème, ça aurait plus été le montage final, quoi. Est-ce que ça aurait ressemblé à du Satoshi Kon? Après, difficile aussi de vraiment s'apesantir Pas trop que là-dessus, parce que il dit bien que ça aurait été son film, ça aurait probablement été une nouvelle ère pour lui dans sa carrière, puisque c'était un film vraiment beaucoup plus grand public, beaucoup plus familial, un petit peu comme Tokyo Godfather, mais qui est quand même un film plutôt adulte, Tokyo Godfather, où on va dire pour adolescents. C'est pas vraiment à destination des enfants, je dirais. Et donc je pense que le film aurait été quand même très différent du reste de sa... Mais effectivement, ouais, on voit les croquis, on voit bien que le public ciblé, ça va du plus jeune. Enfin, c'est vrai que pour... Il y a un ourson. Exactement, voilà. Et puis même les personnages assez enfantins, quelque part, hein, qui rappellent un petit peu l'enfance, ouais, il y a cette histoire-là, ouais, de toucher un public assez large. Et ça me fait aussi penser un peu à Wall-E. Oui. Qui est sorti peu de temps avant le décès de Satoshi Kon. Oui, c'est vrai, cette période-là, en effet. Il y a eu plusieurs projets un peu comme ça. Je sais qu'il y avait un autre film, je me souviens plus quel était ce projet, mais qui ressemblait également à Wall-E. Mais là, c'est probablement antérieur, puisqu'on avait déjà des traces dans Paprika. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui avait une imagination débordante et qui, d'ailleurs, paraissait, pour les personnes qui ne le connaissaient pas, qui ne l'avaient pas encore rencontré, comme étant un peu un fou, un démiurge, quelqu'un d'un peu dérangé. Ouais. Mais à ce qui paraît, c'était pas forcément le cas, ou en tout cas, il n'avait pas toujours le même comportement avec tout le monde. Non, ouais, c'était sélectif, ouais, en fonction des personnes qu'il rencontrait, des affinités. Et puis aussi des statuts que ces personnes avaient, parce que... Oui, c'est vrai aussi. Parce que voilà, il devait forcément composer avec plusieurs, avec des collègues qui n'effectuent pas toujours les mêmes métiers, et on le sait du coup via ces témoignages dans le documentaire que il était assez perfectionniste et virulent envers ses collaborateurs qui n'en fournissaient pas assez. Donc oui, ces équipes n'étaient pas toujours les mêmes sur les films, et bon, ça pouvait être aussi dû à des contraintes budgétaires, puisque j'ai précisé que ces 2 premiers films ont été des grands succès critiques, mais pas forcément publics, que ça a été assez difficile de rebondir puisque ces films ne fonctionnaient pas suffisamment, c'était peut-être trop en décalage avec leur temps, et malgré le fait qu'à l'international, ça fait partie vraiment de ces auteurs qui ont permis de rendre un petit peu accessible l'animation pour adultes, en tout cas prouver que c'était possible, que ça existait réellement, il a fallu attendre Paprika pour avoir un réel succès public, et je pense que après son décès, sa notoriété grandissante a permis aussi à Madhouse de se remplir les fouilles. Mais c'est vrai que chacun de ses premiers longs métrages était un pari financier, surtout que Madhouse, donc on en parle depuis tout à l'heure, donc c'était la boîte qui produisait, qui mettait en place ces films étaient nouvelles d'une part, et en plus pariaient vraiment sur l'animation à destination d'un public adulte, et même si c'était déjà très ancré dans la culture japonaise, ça n'était pas forcément à l'international. Donc ça a permis ça, et d'ailleurs il y a beaucoup des intervenants dans le documentaire qui se demandent tout simplement s'il n'est pas arrivé trop tôt, mais en même temps, s'il n'était pas arrivé à ce moment-là, qui aurait pris le flambeau, quoi. Et paradoxalement, c'est pas non plus le réalisateur d'animation le plus publicité, le plus connu. Non. Mais aujourd'hui, voilà, sur une tranche d'âge, on va dire de 25-40, je pense que tout le monde connaît au moins Paprika, Perfect Blue. Du moins en France, en Europe. Oui, je me rends pas bien compte, mais... Et c'est vrai qu'au Japon, visiblement, ce que disait Pascal Alex Vincent dans son documentaire, ou alors je sais pas s'il le disait dans son documentaire, parce que quand il avait fait les projections, avait communiqué pas mal d'anecdotes après la séance. Il disait que justement il rentrait dans une boutique spécialisée au Japon, et il demandait donc Satoshi Kon, et c'était pas non plus celui qui était
le plus connu, comme Mamoru Oshii c'est pas ou le cas, hein. Miyazaki. C'est plutôt un outsider. Hein. En effet, ouais, carrément. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un réalisateur qui monte beaucoup, dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais même si j'aime beaucoup certains de ses films, c'est Makoto Shinkai. Ah oui. Et qui, lui, pour le coup, arrive à bien cibler en même temps un public adolescent, un public cible adolescent, voire jeune adulte, mais qui peut parler aussi à plus âgés. Et aussi, c'est un petit peu dans une... comment dire, ces films arrivent dans une époque où beaucoup de personnes des pays occidentaux consomment voilà, de l'animation japonaise. Oui, j'aime pas ce terme, mais je pense qu'on peut quand même l'utiliser, consommer. Et aussi où l'animation, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, a fait un bond. Et voilà, le moindre film d'animation qui sort au cinéma se doit d'être absolument irréprochable, magnifique. Déjà que les séries d'animation en elles-mêmes sont arrivées à un gros standard. Exceptionnellement, on va pas forcément vous recommander d'autres films que ceux présentés ce soir. Donc, vous en avez eu un bref aperçu au début du podcast. Je rappelle quand même les titres. Donc, Perfect Blue, le premier, Millennium Actress, le second, Tokyo Godfather, le troisième, et le quatrième, c'est bien sûr Paprika, qui sont tous disponibles en DVD et Blu-ray. Je ne sais pas s'ils sont disponibles sur les plateformes, mais il y a également Satoshi Kon l'illusionniste. Lui, pense qu'il est possible de le trouver en VOD ou en DVD collector. Et c'est vrai que je vous conseille de voir... je vous conseille de voir le documentaire dans les deux cas. Soit si vous êtes un minimum familier de Satoshi Kon et que vous avez vu plusieurs de ses films, parce que ça permet réellement de les relier entre eux et de comprendre un petit peu mieux la vision de l'auteur et pourquoi ces films sont finalement aussi liés, puisque je sais pas toi comment tu les as découverts ces films-là, mais moi je sais que je les avais découverts au goutte à goutte, en voyant un tous les ans à peu près, et sans forcément réussir à créer de liens comme ça, parce que c'était un peu des visionnages éparses. Et là maintenant, grâce au documentaire et aussi au revisionnage, là ça m'apparaît déjà beaucoup plus clair. Moi, j'étais un fan déjà de Satoshi Kon dès la sortie de Paprika, de son vivant. J'étais même fan au point de vouloir faire un film d'animation tel quel, au moins un scénario construit comme les films entre la vision de Perfect Blue et Paprika d'ailleurs, entre les deux. Et c'était un moment assez intéressant puisque c'était dans les années 90 où il n'y avait pas forcément cette image du manga, du film d'animation pour adultes. Et c'est vrai que quand c'est arrivé, c'est sorti donc... alors moi j'ai pas eu la chance de le voir en salle de cinéma bien après, hein, mais il y a eu Canal+, hein, qui passait pas mal d'animation. Hein, c'était vraiment grâce à eux aussi qu'on a connu pas mal de films d'animation, dont les Miyazaki, hein, comme aujourd'hui. GTO, exactement, voilà, Cowboy Bebop, Evangelion, Escaflowne. Donc il y a cette période-là, donc c'est une période qui est assez chère pour moi, je me rattache toujours à cette période-là. Et donc on a dit qu'on parlerait pas de films fétiches, donc j'en parlerai pas à côté. Hein. Bon voilà, donc il y a aussi la période où il y avait Ghost in the Shell de Mamoru Oshii, qu'on voit dans le documentaire Satoshi Kon l'illusionniste, où il en parle justement de cette collaboration assez houleuse, assez électrique. Il n'hésite pas justement à qualifier Satoshi Kon de gros con. Hein. D'ailleurs, il y a plusieurs de ses anciens collaborateurs qui sont durs avec lui, mais qui finalement comprennent pourquoi il l'a été autant, parce que au final ça aboutit à des chefs-d'œuvre. Bon, après là il y a le débat de est-ce que il faut traiter comme des chiens ses collaborateurs pour aboutir à des chefs-d'œuvre, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. C'est vrai que là il y a des exemples qui me viennent en tête, notamment je sais qu'il y a eu une série de documentaires autour de la création du Garçon et le Héron de Miyazaki, et que il a également un comportement particulier. Oui, c'est vrai qu'il est pas tendance. Il y a même 2 documentaires, hein. Une à mi-chemin avec Pogno sur la falaise. Oui, d'accord. Oui, il y en a 2, et même avec son fils, le rapport conflictuel qu'il y a eu avec son fils, où il a voulu, lui-même, un peu à l'image de Mima, s'émanciper de son papa. C'est Les Contes de Terre et Mer, voilà, qui a voulu sortir le premier sans son papa, et visiblement, on voit Miyazaki sortir froid de la projection. Qui dit mon film ne m'a pas écouté, c'est pas ça, il aurait dû m'écouter. Voilà, donc, et d'ailleurs il s'évite. Il s'évite pendant les tournages, il veut pas voir son père pendant la production de son film Les Contes de Terre et Mer, et on le voit dans le premier documentaire consacré à Miyazaki.
Il y en a eu un autre ensuite par la NHK, la chaîne japonaise. Oui. Eh ben d'accord, merci Eric pour ta venue, merci Je t'en prie. pour ces informations qu'on n'aurait pas forcément eu le temps de trouver, hein, parce que bon, l'expérience parfois ça s'invente pas. Mais probablement qu'on refera des épisodes sur peut-être sur Satoshi Kon, mais en tout cas sur l'animation japonaise. Ouais, c'est vrai que je suis pas le plus grand érudit, donc c'est toujours bien d'avoir quelqu'un pour nous épauler. On se retrouve quand même la prochaine fois. Je pense qu'on peut teaser, hein. C'est vrai qu'en général, on aime bien donner le nom des prochains épisodes à la fin, parce qu'on sait qu'il y a moins de personnes, voire beaucoup moins de personnes. Mais en tout cas, le prochain épisode, ce sera avec Gillian, comme d'habitude, et on va revenir sur un des chefs-d'œuvre, si ce n'est le chef-d'œuvre de Jim Jarmusch, Ghost Dog. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre effectivement sur les plateformes de podcast ou sur YouTube, ça dépend où vous écoutez cet épisode, mais également voilà, sur nos plateformes habituelles. Sur ce, à bientôt. À bientôt.